Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas pire. Pourquoi pas pire? Pourquoi même? Je devrais dire que je suis très heureux parce que j'ai un nouveau disque qui vient tout juste de sortir avec mes collègues du Quatuor Molinari. C'est disponible depuis le 10 juin. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes numériques, que ce soit Spotify, iTunes. Et ce dernier enregistrement est un premier volume pour l'intégrale des quatuors à cordes de Philip Glass. Donc, sur cette parution, vous avez les quatuors numéro 1 à 4 et tout ça sera suivi d'un deuxième volume qui sera enregistré l'année prochaine. Et l'ensemble complet des 8 quatuors sortira éventuellement sous forme de coffret. D'ailleurs, on fera un concert spécial pour jouer toutes les œuvres en une seule journée pour vivre l'expérience de ce compositeur. Donc, Philip Glass, c'est une figure marquante de la musique contemporaine. C'est une figure de proue du mouvement minimaliste américain, juste à côté des compositeurs comme Steve Reich, John Adams, Terry Riley. Et Glass a mené une carrière artistique étonnamment riche, diversifiée, mais unique. Il a écrit pour des pièces de théâtre, des spectacles de danse, du cinéma. Vous avez tous, un jour ou l'autre, entendu du Philip Glass, et peut-être vous ne le savez pas, mais moi je vous le dis, là, c'est vrai. Et les premières expériences de Glass avec le minimaliste et la répétition, qui est vraiment une caractéristique de ce compositeur, c'est évidemment dans son premier quatuor qui est écrit en 1966. Mais après, il a pris une super longue pause. Il est revenu en 83 pour son deuxième quatuor, qui est une adaptation scénique de Compagnie, une nouvelle de Samuel Beckett. Son troisième quatuor, c'est l'une des œuvres les plus célèbres de Glass, qui a été composée pour le film de Paul Schrader, Mishima, une vie en 4 chapitres. Et pour le quatrième quatuor, c'est Buczak, écrit en 1989, alors que Glass aborde les questions de forme associée au quatuor à cordes. Donc, c'est un disque qui s'écoute très bien. Habituellement, avec le Quatuor Molinari, on propose des choses un peu plus ardues, de compositeurs qui vont peut-être pas aller avec de la mélodie. Ici, c'est tout à fait le cas. C'est peut-être, personnellement, l'album le plus accessible que j'ai fait de toute ma vie. J'en suis très fier parce que faire des disques, c'est la raison pour laquelle je fais de la musique. C'est ce que j'aime le plus. C'est le leg, c'est qu'est-ce qu'on laisse, c'est ces petites traces de son qu'on donne à nos amis autour de nous. Alors, s'il vous plaît, allez écouter ça. Tout ça est sous l'étiquette Atma Classique, Quatuor Molinari, Philip Glass, les quatuors 1 à 4. Maintenant, mon invitée de la semaine. Elle s'appelle Kesna Dalz. Je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais rencontré cette fille que j'adore. Je connaissais seulement visuellement les trucs digitaux qu'elle propose sur les réseaux sociaux, soit Instagram, soit Facebook. Et on a eu la chance de s'asseoir et prendre le temps de discuter un peu, connaître un peu son univers, savoir exactement ce qu'elle tente de faire avec ses œuvres. Kesna Dalz, également connue sous le nom de Teen Adult, est une artiste multidisciplinaire basée à Montréal. Son travail est reconnaissable à son utilisation de traits bruts et de couleurs vives. Ses diverses collaborations l'ont menée à travailler avec Patrick Watson, la brasserie Bas-Canada et diverses compagnies telles que Converse, Houseplan, Garage, College Spring, Ratemans, Knox Shop, Shop Allium et Little Burgundy. Les thèmes récurrents abordés dans son travail sont le féminisme, l'amour de soi, les soins personnels, la vulnérabilité émotionnelle et l'antiracisme. Elle vise à diffuser la beauté et l'empathie à travers l'art. Voici ma conversation avec Kesna Dalz.
Bonjour, Kesna. Comment vas-tu? Allô, ça va super bien, il fait beau, je suis contente. Oui, excellent. Et c'est tellement cool de te rencontrer. Écoute, je te connais surtout et avant tout, disons-le, digitalement parlant, parce que je te suis sur les réseaux, surtout sur Instagram, qui est comme peut-être, je dirais, la meilleure page, une des meilleures pages pour suivre tes activités, tes œuvres d'art. Et à ma grande surprise, même hier, je me promenais, j'étais sur le plateau, je me promenais avec ma fille, on prenait une petite marche et j'ai expérimenté pour la première fois tes œuvres en vrai. C'était sur une mise en place pour une boutique au coin, sur Saint-Laurent, au coin de Duluth, je crois. Oui. Ouais, c'est ça. Et puis là, c'était à ma grande surprise de le voir en vrai. Puis j'étais allé, il y avait quelques impressions qui étaient là, tout ça. Donc, on va essayer d'aller un peu en détail sur ton style. Ton style que j'ai un peu de la misère à définir. Tu sais, quand on fouille un peu sur Internet puis qu'on regarde qui tu es. D'ailleurs, on va dire ton nom complet, Kesna Dals. Est-ce que je le dis bien? Dals? Oui, 100%. Parfait, excellent. Tu as un nom d'artiste, un a.k.a. Teen Adult. On pourrait partir de là. Ça vient d'où, cette idée, ce titre que tu t'es donné? Je pense qu'avant tout, c'est juste que je trouve ça amusant comme nom. Mais aussi, ça vient du fait que j'aime beaucoup parler des émotions dans mon travail et tout, des émotions comme crues, si je pourrais dire. Puis on dirait qu'en grandissant, on se donne pas vraiment le droit de ressentir des émotions comme on le faisait quand on était jeune, parce qu'on apprend comme le contrôle. Mais je trouve que des fois, on se retient trop. Puis je trouve que teen adult, c'est vraiment comme à la frontière de ce genre de crise d'adolescence-là, puis aussi comme l'âge adulte, le mélange des deux. Donc j'aime bien allier les deux ensemble. Oui, puis il y a aussi tout le concept que des fois on dit qu'il y a des adultes qui sont des ados éternels. Puis tu as raison, c'est un peu triste quand on vieillit de voir quand les gens qui étaient si ouverts se retrouvent à se fermer, mais ça amène quand même, bon, comme tu viens de le dire, t'aimes ça, cette espèce de zone-là dans laquelle on essaie peut-être d'être plus ouvert, justement, brut sur ses émotions. On regarde tes œuvres, il y a beaucoup de thèmes qui reviennent. Il y a le thème du féminisme qui est présent, les corps différents, si on peut dire. Et aussi, il y avait Black Lives Matter qui est présent. Est-ce que dans ton parcours, c'est des sujets qu'on connaît beaucoup, qu'on discute beaucoup? Les médias nous ont amenés à réfléchir là-dessus beaucoup au cours des dernières années. Mais est-ce que c'était toujours présent dans ton travail ou c'est quelque chose qui s'est modelé à travers les années? Je pense que l'art se modèle tout le temps à travers les années, mais tout ce que je peins, tous les thèmes qui reviennent souvent, c'est des trucs qui font partie des réflexions que j'ai quotidiennement. Donc, en tant que femme noire en société, j'ai beaucoup de thèmes en lien avec Black Lives Matter dans mes œuvres parce que le racisme et tout, puis la condition des personnes noires, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis sinon, le féminisme, juste parce que le fait d'être une femme qui ne fit pas nécessairement avec les critères de beauté de la société, c'est toutes des choses qui me travaillent constamment depuis des années. Donc, vu que j'utilise l'art pour m'exprimer puis comme dealer avec ces choses-là, je pense que c'est pour ça que ça ressort beaucoup. Ça ressort beaucoup. Donc, c'est quoi ton premier style d'ouvrage, je pourrais dire ainsi? C'est d'où ça vient, en fait, le dessin? Tout ça, ça vient d'où? C'est la jeunesse? Tu viens de Montréal, si j'ai bien compris. Donc, tu viens de Montréal, tu as grandi ici. Et donc, je présume les cours d'art plastique, ou c'est plus quelque chose qui était naturel? Y avait-tu quelqu'un qui t'a initié là-dedans? J'ai 2 sœurs, puis les 2 ont toujours été intéressées comme par le dessin et tout. Fait que c'est sûr qu'en les regardant en grandissant, j'étais comme « Wow, moi aussi j'aimerais faire ça! » 2 sœurs plus grandes? Oui. OK, c'est ça. Oui. Okay. Puis j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour l'art. J'ai pris comme un cours de pastel quand j'étais plus jeune, à l'âge de 8-9 ans. Puis après ça, c'est juste que ça a toujours été mon médium préféré. Comme j'étais pas vraiment sportive. J'aimais les films, mais j'étais pas vraiment captive. Fait que c'est vraiment l'art qui m'a accrochée depuis que je suis jeune. Donc, le but de passer du temps seul avec un bout de papier, travailler des idées, tout ça. Est-ce que tu as fait tes classes? Je veux dire, dans le sens, c'était bon, l'école secondaire, après, tu es allé au cégep en art plastique ou à quel endroit? Au cégep du Vieux-Montréal. Okay. J'ai fait ça pendant près d'1 an, puis j'ai pas vraiment aimé le programme. Fait que j'ai changé totalement pour un programme qui s'appelle Questions internationales. C'est plus axé sur la politique et tout.
Puis même chose, quand je me suis inscrite à l'université, je me suis inscrite en sciences politiques et en droits humains à Concordia. Pour Donc, vrai? oui, OK. vraiment un parcours artistique typique. Mais t'as commencé Concordia dans ce programme-là, quoi? Peut-être un an ou un semestre? Un an et demi. Ah, mon Dieu, OK. Oui. Comme t'as essayé un certain temps, puis après, t'as décidé, finalement, ça va être plus l'art qui sera important, puis t'as continué en art à Concordia. Non, en fait, Ah, non. j'ai pas fini Ah, mes ok, études ok. à Concordia. J'ai juste totalement arrêté. Mais c'est toute une drôle d'affaire. Comme j'étais vraiment, vraiment très intéressée par la politique. J'ai même fait la simulation des Nations Unies 4 ans. Puis, dans le fond, je l'ai faite une année en tant que participante. Puis les autres 3 ans, je donnais le cours de simulation des Nations Unies au Cégep du Vieux-Montréal pour ensuite amener des jeunes à New York puis comme faire cette semaine de Mais c'est débat quoi ça, un intense. cours d'initiation? Oui. Je connais même pas ça, je savais même Ok. pas que ça existe. Mais dans le fond, ça s'appelle le National Models United Nations. Puis c'est qu'au cours d'une année, on prépare un groupe dans une école à en apprendre sur un pays puis les enjeux pour les amener à New York pendant une semaine pour débattre avec comme des milliers d'étudiants à travers le monde. Puis tous ces étudiants-là ont comme un pays à représenter. OK, mais les gens ici représentent le Canada. Non, même Pas pas nécessairement. nécessairement. Ah, Non, ok, c'est ça qui ok. est intéressant, comme on peut représenter le pays qui nous est assigné. Ça peut être n'importe quel Ok. pays. Et là, on arrive là-bas, puis il y a des équipes qui se font, puis et là, on doit, pendant une semaine, mon Dieu, je savais pas. Puis toi, tu l'avais déjà fait, Oui, puis tu avais aimé ça. vraiment beaucoup. Wow! Et donc, finalement, c'est ça. Donc, en revenant aux études, t'as donc arrêté pour Concordia, et après, c'est quoi? T'es allé travailler un peu, t'as continué Oui. à faire tes trucs plus autodidactes? Exactement. Donc, j'ai eu des job-in, café, restaurant. Puis après ça, je faisais toujours mes trucs à côté, comme artistiquement, surtout pour le plaisir. Au début, j'étais dans un collectif d'artistes pendant un moment. On s'organisait nos propres événements, nos propres expos et tout. Qui s'appelait comment? Ausenveld. OK. Ah oui, mais ça existe encore. Ah oui, 100%. C'est ça, c'est un événement qui est... Ben, peux-tu nous l'expliquer un peu, cet événement-là? Parce que j'ai vu ça passer. Ça se déroule sur Saint-Laurent, je pense, au-dessus de l'ancien divan orange, au coin de Rachel, à peu près. Donc, dans le fond, c'était là avant. On avait un espace pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans, où on organisait des événements artistiques et tout, des longs événements comme sur des durées de 16 heures où ça commence par une expo. Après ça, il y a des DJ sets, de la vente. Puis ça devient un peu comme une fête artistique, des performances artistiques aussi. Puis sinon, là, dans le fond, c'est plus à cet espace-là, mais ils ont des locaux d'artistes pour la location et tout, puis ils organisent comme des expos encore et tout. Mais je suis plus dans le collectif. Début dans le collectif. Non. Tu as quitté ça, mais ça, c'était au début, justement, parallèlement au job-in, tu as commencé ici. Et c'était quoi le moment de pivot, je pourrais dire ainsi, qui t'a amené à mettre presque tout ton temps là-dessus? Parce que là, des job-in, je présume, t'en fais peut-être moins en ce moment ou t'en fais pas, littéralement? Là? J'en fais pas T'en du fais tout, plus? en fait, oui. OK. Puis c'est drôle parce que souvent, on me pose cette question-là comme « Ah, c'est à quel moment que ça s'est passé? » Puis honnêtement, ça se fait tellement fait organiquement que j'ai pas de moment précis. C'est sûr que j'ai quitté mon emploi à temps plein il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans. Plus 1 an et demi, en fait, parce que j'avais trop de demandes pour mon travail et tout. Puis ça s'est tellement fait de façon organique. Et je suis comme, waouh, genre, c'est juste que ça m'a poussée hors de mon travail parce que je pouvais plus accorder de temps à autre chose. Et c'était quoi ce travail? Je travaillais pour une artiste qui s'appelle Pony. Oui, Gabrielle Oui. Tidley. Et tu travaillais pour elle, est-ce que t'étais quoi? Tu travaillais pour elle pour l'aider à faire des concepts ou non. même pas? Non. Je travaillais comme caissière dans la boutique. Puis OK. je faisais aussi comme des courriels et réseaux sociaux. Et sûrement que ça travaillait à cette boutique-là qui est un peu dans une certaine forme d'art, ben même pas un peu, beaucoup dans la forme d'art visuel, mais aussi avec les vêtements. Tout ça, tu as dû voir un certain modèle puis une certaine façon de comment aborder l'économie, si on veut, de l'art là-dessus pour que ça soit gérable. Donc tu as travaillé là combien de temps? 2 ans, je pense. Ah, 2 ans? Oui. Ben, écoute, c'est tellement indiscret. T'as quel âge? J'ai 26 ans. OK, t'as 26 ans, OK. Mais c'est parce que t'as l'air jeune, difficile à dire. Donc, OK, donc t'as fait ça un petit bout, et là, la demande était de plus en plus populaire, et t'es obligé de quitter. Oui. Wow! Ça, c'est cool. Et là, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que moi, ce que je vois, les trucs que tu présentes sur ta page Instagram, bon, on peut acheter certaines impressions que tu fais. Il y a aussi des œuvres originales. Oui. Est-ce que tu as un agent? Est-ce que tu fais ça seul?
C'est quoi exactement? Je fais absolument tout seul, fait que c'est quand même assez intense. C'est prenant. Oui, vraiment beaucoup. Puis j'ai un peu de difficulté parce que vu que j'ai bâti ça seule, j'ai de la difficulté à déléguer. C'est sûr que je pourrais engager quelqu'un, mais j'ai beaucoup de jobs aussi. Fait que je pense que au moment où je vais être prête à engager quelqu'un, il faudrait vraiment que ça soit un processus lent, puis comme vraiment prendre le temps de déléguer puis de savoir qu'est-ce que je veux de cette personne-là. Mais sinon, c'est ça, je fais pas mal tout seul. Donc, tu réponds à tous les emails, les demandes Oui. personnelles. Là, il doit y avoir des gens qui veulent acheter des trucs, des négociations, tout ça. Oui. Wow! OK. Mais quelque part, ça doit être un peu plus rentable. Tu n'as pas besoin de donner une commission à qui que ce soit lors des ventes. Donc là, l'argent revient plus à toi. Bon, ça devient... Exactement. c'est un modèle qui... Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a la plupart des gens, la plupart des artistes, c'est juste créer, puis après, ils veulent pas être proches des gens. Ils trouvent ça un peu épeurant. C'est vrai qu'il faut avoir quand même... faut être organisé. Tu dis que tu n'es pas organisé, mais je pense que tu es assez beaucoup organisé pour tout ça. Merci. Donc, oui, mais tu disais, ça s'est fait de façon organique, le changement. Ça, je comprends que quand tu dis organique, mais quand il y a quand même eu ce pivot-là de demande, de sur-demande qui t'a obligé de quitter, et c'était des demandes de quoi exactement? C'est quoi que les gens, quand ils ont découvert tes trucs, se précipitaient pour toi, pour te demander des achats? C'est quoi qui était le plus populaire, si on peut dire? Vraiment de contrats d'illustration, donc des compagnies qui veulent un dessin pour un chandail ou des logos ou des trucs comme ça. Surtout de ça au début, sinon des commandes de toiles aussi, j'en ai eu beaucoup. J'en ai encore beaucoup en fait. Puis c'est ça pas mal comme des contrats pour des entreprises et tout. Des entreprises. Et la peinture, ça, par contre, c'est plus un truc personnel, si on peut dire, parce que là, c'est pas une commande. Est-ce que tu as des commandes de peinture ou est-ce que les gens vont dire « Ah, j'aimerais quelque chose dans tel style » et là, tu pars ou tu fais vraiment ton truc personnel, tu le présentes, puis si ça vend, ça vend. Si ça vend pas, ben, tant pis. Oui. Un peu des deux. Donc, dans le fond, j'ai commencé par faire vraiment souvent mes trucs personnels et tout. Puis après ça, ben, vu que ça se vendait, j'avais pas le choix quand les gens me demandaient pour une toile d'en faire sur mesure. Donc, souvent, comme les gens aiment vraiment ce que je fais, fait qu'ils sont comme... Ils me donnent carte blanche. Ou ils vont me montrer une toile que j'ai déjà fait dans le passé. Puis être comme moi, j'aimerais vraiment que ça soit des couleurs similaires ou des thèmes similaires. Et ça vient d'où l'idée des... comme on dit, j'ai vu quelqu'un, je pense, un critique qui parlait de toi quelque part, qui disait une de ses grandes caractéristiques à Teen Adult, c'est ces espèces de grands coups de pinceau épais dans les contours, tout ça. Et mine de rien, quand j'étais devant la vitrine du magasin hier sur Saint-Laurent, que je regardais, je disais, ah non, mais c'est... Et je me disais, c'est tellement vrai que c'est ta signature. On le reconnaît de loin parce que j'étais de l'autre côté de la rue, j'ai vu les traits, ça me fait penser. Est-ce que c'est un... C'est quoi ce choix-là exactement? Parce que tu pourrais aller complètement dans l'autre sens. Je regardais tes trucs. Il y a aussi des détails super fins à l'intérieur, mais toi, tu as décidé d'aller dans quelque chose d'un peu plus épais, d'un peu plus direct. C'est quoi l'intention qui se cache en arrière de ça? Je pense que ça vient vraiment du fait que, comme je disais au début, je paye vraiment beaucoup avec mes émotions et tout. C'est important pour moi de les sortir quand je crée. Puis je pense que si je m'installais devant une toile et tout, puis que j'y allais vraiment dans les détails et tout, ça donnerait pas le même effet que quand je fais mes gros traits, justement. Je trouve que c'est plus libérateur. C'est plus libérateur de justement d'avoir un geste qui est plus présent, plus gros. Dans tes œuvres, justement, il y a des sujets qui des fois sont un peu durs, hein, parce qu'on parle justement de l'inconfort de son corps, du manque de confiance. Est-ce que ce sont des problèmes qui t'ont beaucoup affecté personnellement? Mais c'est sûr qu'en grandissant, oui, beaucoup moins aujourd'hui, mais je pense que en tant qu'humain, on est tout le temps comme sujet à se poser des questions par rapport à soi, à son apparence, à être vulnérable à ce niveau-là, mais sinon, c'est vraiment, comme je dirais qu'au début, c'était vraiment parce que ça venait plus d'une place de vulnérabilité, mais aujourd'hui, quand je peins des corps en mouvement et tout, c'est plus une célébration du corps humain, des mouvements, puis du confort avec soi-même. Puis on est aussi dans une transition, je veux dire, socialement là-dessus, parce qu'il y a encore... Mais c'est fou, parce qu'on dirait qu'il y a deux écoles. On dirait qu'il y a l'école qui continue à gratifier une espèce d'image, moi je dirais d'inconfort du corps, parce que c'est un peu extrême sur une certaine mode de qu'est-ce qui est dit beau, comme on disait là. Et il y a l'autre côté dans lequel la personne se dit être elle-même.
Et il y a aussi au milieu où les gens sont un peu indécis de comment ils doivent se percevoir là-dessus. Toi, quand tu regardes, au fond, parce que c'est un reflet c'est ton regard vers la société que tu mets là-dessus, c'est toujours fait avec tendresse. Moi, c'est ça que je remarque dans tes œuvres. C'est pas, tu sais, ça juge pas. Il n'y a pas du jugement. C'est pas agressif. C'est surtout, il y a comme un regard un peu amoureux de la situation, ce qui est un peu drôle parce que la plupart des gens vont essayer de provoquer avec quelque chose qui fait un peu plus mal. Est-ce que tu te considères comme ça, quelqu'un de plus aimant de la vie malgré les sujets? Parce que, là, encore une fois, je le dis, les sujets que tu exploites sont assez lourds, mais tu les regardes, on dirait, avec une espèce de candeur puis un calme qu'on voit pas nécessairement en ce moment. Est-ce que c'est un peu de ta philosophie ou si des fois tu aurais envie d'être un peu plus rough dans le... Je pense que j'ai vraiment beaucoup amené de la douceur aux choses et aux situations parce que, comme tu dis, c'est des situations, des sujets difficiles, puis c'est déjà tellement difficile et cru et ça fait de la peine. Fait que si on peut apporter un angle qui est un peu plus doux, comme je trouve que c'est important de parler des choses, mais si on va dire quelqu'un regarde ma toile puis ça dénonce le racisme et tout, mais il y a de la douceur, des couleurs et tout, puis que c'est une personne qui vit du racisme, je trouve que ça peut ajouter un certain baume. Ouais, comme un baume, en fait. J'aime parler des choses, mais je pense aussi que c'est bon de se donner une pause, peut-être, puis d'avoir de l'espoir, en fait. Mais tu trouves pas ça un peu lourd, tous les... parce que là, tu dois t'informer, tu dois lire, tu lis tout ça. C'est quand même lourd, là. Tous les médias, les articles, tout ce qui sort. Je parle juste des événements, mais tu sais, on est quand même dans un univers de mauvaises nouvelles, là, en général. Est-ce que des fois, tu aurais envie d'aller ailleurs? Parce que c'est sûr que là, on a un peu ce côté... C'est drôle, hein, quand tu as ton truc de sociopolitique. On a vraiment... On ressent le politique en arrière. Est-ce que des fois, tu as envie d'aller dans un autre chemin, dans une autre forme de création? Est-ce que c'est quelque chose que tu considères en ce moment? Oui et non. Parce qu'en fait, quand je paye, ça me fait du bien de comme extérioriser ces choses-là. Je suis bonne pour avoir des discussions et tout, mais des fois, les mots me manquent. Fait que quand j'ai de la difficulté à parler de choses, c'est là que je vais m'installer puis peindre. Puis après ça, je me sens comme libérée d'une certaine façon. Puis sinon, je me donne toujours la liberté de dessiner ce que je veux, comme surtout quand je fais des illustrations digitales, comme je peux autant bien dénoncer une situation que juste dessiner un bonhomme qui mange une crème glacée, puis Oh oui, carrément. ça peut être simple et tout. Mais je pense aussi que pour ce qui est comme des nouvelles et tout, c'est important de s'écouter puis de connaître ses limites personnelles, comme on peut pas passer des journées comme on se réveille le matin, puis jusqu'au soir, on lit des mauvaises nouvelles, comme il faut connaître ses limites, je pense. Non, ça, c'est certain que c'est... ça peut être un peu du poison, un peu beaucoup. Oui. Tantôt, tu parlais de tous ces produits, là, je pense que tu as fait des logos pour des canettes de bière, je pense qu'ils sont super, qui sont super belles, que je trouvais cool. Est-ce qu'il y a des j'allais dire produits, est-ce qu'il y a un environnement, un style que tu aimerais faire? Mais là, tantôt on parlait de vêtements, là, je te parlais de canettes. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent qu'on devrait attendre, suivre, que tu as le droit de discuter avec nous aujourd'hui? Que j'ai le droit. Très bonne question. Ben, je vais faire une autre canette de bière avec Brasserie du Bas-Canada. OK, cool. J'aime bien travailler avec eux. Je pense que là, c'est la 3e canette. C'est très fun. Ils te font confiance, c'est cool. Oui, ils sont vraiment cool. Puis ils donnent toujours carte blanche, fait que c'est le fun. Ben ouais. Oui. Sinon, j'ai beaucoup de murales cette année. Donc, j'ai hâte de pouvoir les dévoiler. Mais tu fais des murales, tu fais, comment je pourrais dire, de la peinture directe sur les murs. Oui. Mais tu avais fait ça avant, auparavant, ou c'est nouveau, ça? J'en ai fait quelques-unes, mais cette année, j'en ai vraiment beaucoup à l'horaire et tout. Donc, Wow. je suis en train d'en faire une. Justement, j'y retourne cet après-midi à Concordia. OK. Ce qui, pour moi, ça fait vraiment du bien, là, comme j'ai lâché mon bac, puis là, ben, je peux revenir sous un autre angle. Puis sinon, en ce moment, je travaille avec MU, l'organisme des murales et tout. Puis on travaille dans une école, puis on est en train de faire une murale avec les jeunes et tout. C'est incroyable. Quand tu fais justement cette murale à Concordia, est-ce que tu la fais seule ou tu as une équipe avec toi qui t'aide à la faire? Seule.
seule. Tu l'as fait seule? OK. C'est pas gigantesque. C'est quand même grand, mais je suis capable de le faire toute seule. OK. Non, mais moi, j'ai toujours, à chaque fois, on en voit dans la ville, quand ils travaillent, des fois, il y a des équipes, là, ça dépend du mur qu'ils ont, puis moi, j'ai toujours cette espèce d'inquiétude. Peut-être je me trompe, peut-être tu peux me former là-dessus. Le droit à l'erreur semble très petit quand on fait une murale. Je veux dire, il faut arriver prêt avec un plan, je présume, tout ça, puis une fois la peinture, puis si ça dépasse ça, ou est-ce que les corrections sont faciles à faire? Je trouve que oui, mais en même temps, j'ai jamais fait un mur gigantesque. C'est sûr que ça doit être moins évident quand c'est gros, mais tu sais, à la base, si tu as ton plan et tout, puis souvent c'est projeté, tu sais, fait que tu fais ton tracé à Projeté? partir. Oui, donc tu peux, dans le fond, pour celle que je fais à Concordia, on utilise un projecteur au début pour faire le tracé de l'illustration, puis après ça, c'est vraiment plus facile parce que les lignes sont déjà là. Ah, OK. Donc là, tu fais juste une espèce de contour et après, c'est une sorte, qu'on pourrait dire, de remplissage Exact. un peu. Dans certaines impressions que tu as fait dernièrement, dont une que j'ai beaucoup aimée, qui est le baiser de Clint, c'est bien ça, non? Oui. Je me trompe, oui. Donc, et là, tu t'es comme réapproprié des moments de l'histoire de l'art et tu les as remis, je vais dire, à ton goût, à ta façon. Et même dans le cas de Clint, ce que je trouvais intéressant, c'était justement que les personnages avaient la peau noire, différente. Tout ça, je voulais que tu me discutes un peu de ça, parce que ça, je trouvais c'est très différent de ce que tu fais habituellement. Habituellement, tu vas avec tes personnages que tu crées, que tu inventes, des fois qui te ressemblent aussi, Oui. qui te ressemblent beaucoup, et c'est chouette. Pourquoi cette espèce de détour vers l'histoire de l'art? Je trouve que quand j'étudiais en art pendant très peu de temps, puis juste tout ce que je vois encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de place aux personnes racisées ou noires dans les peintures classiques et tout. Puis quand elles le sont, c'est souvent dans des contextes Historique. historiques, Ouais. d'esclavage et juste comme d'un point de vue un peu qui exotifie les gens. Oui, Ouais. donc je trouve que c'est important, comme j'ai choisi des œuvres que j'aime vraiment beaucoup, puis de les réapproprier à ce niveau-là, puis de juste mettre des personnes noires dans un contexte de joie, pas dans un contexte d'esclavage ou de... Oui, et là, justement, en prenant le baiser, qui est comme une espèce d'emblème important de la peinture, tout le monde, un jour ou l'autre, a été un peu en contact avec cette œuvre-là. Ça lui donne encore une certaine valeur. Il n'y en avait pas d'autres œuvres aussi que tu avais prises? C'était lesquelles, les autres? Oui, j'ai fait le sommeil de Courbet, Oui. puis aussi... je ne connais plus le titre en français, The Girl with the Pearl Earring. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu vas faire un peu? Oui, je suis en train de travailler sur une, mais elle est vraiment, vraiment très, très grosse. C'est le printemps, en fait. OK. Oui, donc ça prend du temps. Wow, OK. Puis ça, c'est un procédé d'art digital, c'est ça? OK, exact. carrément. Donc, tu prends l'œuvre, tu t'effaces, tu retraces et... wow, c'est très cool, ça. Puis pour la peinture, maintenant, parlons de ça. Ça fait que maintenant, combien de temps que tu exposes tes œuvres originales on dit Canva? Non, oui. Ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça aussi? Peut-être, je pense que ma première expo, c'était en 2017. En OK. 2017. J'ai eu mon premier musée l'année dernière. C'était Oui, le fun, le c'était musée où? national des Beaux-Arts à Québec. OK. Oui, juste à côté de Picasso. C'était quand même incroyable. Puis t'en avais amené combien de morceaux à cet endroit-là? Quand même pas mal. J'avais 5 toiles. OK. Et là, maintenant, est-ce qu'il y en a une toile qui a été retenue à la collection là-bas? Non, mais dans OK. le fond, c'était une expo temporaire pendant 4 mois. Sinon, on peut voir mes toiles à l'Institut d'art national, une nouvelle galerie dans le Vieux-Port. En ce moment même? Oui. Ah, OK. Redis le nom, c'est l'Institut national? Oui, Institut d'art national sur Saint-Paul. Sur Saint-Paul. Et c'est une expo qui est là encore pour un certain temps, jusqu'à... Mais dans le fond, l'expo est terminée, mais je suis une artiste permanente de la galerie, fait qu'il y a toujours une ou deux... Une ou deux toiles qui sont là. Ah, OK, c'est cool. Et dans tes influences, parlons des influences, parce que tu dois avoir quand même des artistes que tu regardes beaucoup, que tu suis, puis qui t'inspirent. C'est qui ces artistes en ce moment là, que tu dis qui sont importants là, pour toi? Là? Il y en a vraiment beaucoup, mais vu que je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être entourée d'amis artistes, donc ils m'inspirent tous un peu à leur façon, même pas nécessairement par leur art directement, mais par leur personne, par la façon dont ils créent, puis les sujets qu'ils abordent et tout.
Puis sinon, j'aime tout ce qui est coloré. Il y a une artiste de New York que j'aime beaucoup qui s'appelle Amber Vittoria. Amber Victoria, Oui. je vais prendre ça en note Elle immédiatement. oui, OK. elle fait de la peinture un peu... une palette similaire à la mienne aussi, fait que c'est super fun. J'adore ces couleurs. Puis OK. c'est des thèmes similaires aussi, OK. mais plus axés sur le féminisme. Puis c'est des gros traits, c'est un mélange de peinture puis de crayon à l'encre. C'est vraiment joli. OK. Donc ça, c'est une de tes artistes que tu aimes beaucoup. Mais tu disais que les autres, que justement, tu avais beaucoup d'amis artistes et que tu étais chanceuse de pouvoir t'en inspirer de d'autres formes d'art. Mais quelles sont ces autres formes d'art? Est-ce que c'est des amis musiciens? Est-ce que c'est des amis du cinéma? Les deux, j'ai vraiment... je suis chanceuse, je trouve. J'ai vraiment un réseau comme... J'ai beaucoup d'amis musiciens, beaucoup d'amis peintres, puis beaucoup d'amis qui font des films ou qui sont intéressés par les films. Puis c'est juste les conversations qu'on peut avoir. Les échanges d'idées. Oui, les échanges d'idées, leur passion. Je trouve que tout est inspirant, en fait. Et est-ce qu'il y a une autre forme d'art dans laquelle peut-être tu te sens plus insécure parce que tu maîtrises moins, mais que tu aimerais aller jouer de là-dedans? J'aimerais vraiment beaucoup faire de la musique. Ah oui? Oui. Ah, le rêve du musicien. Moi, je trouve ça toujours intéressant, les autres artistes qui veulent faire de la musique. Est-ce que tu as essayé? Oui, mais je jouais un peu de guitare ce matin même, mais je suis pas très bonne. J'aime juste comme pouvoir chanter en même temps. OK. Je trouve que c'est le fun, mais je suis pas... Ou je le pense chant, pas. juste le chant tout seul, est-ce que ça, c'est une option pour toi? Je pense que oui, mais je suis un peu gênée. Un peu gêné. Ah non, mais la musique, c'est assez chouette. Et puis, qu'est-ce qu'il y en est peut-être de l'écriture? Parce que tu as écrit quand même quelques textes que des fois je vois passer ici et là. Puis je me disais, même, moi en regardant tes trucs, je me disais, je serais peut-être pas surpris qu'elle rédige un livre ou même un recueil de poésie, peut-être un peu. J'avais ça en tête. Est-ce que c'est quelque chose que tu considères? J'aimerais ça, oui. J'écrivais vraiment beaucoup il y a quelques années, comme presque obsessivement, là. Mais, Ah oui? Oui. Un genre de journal ou... Oui, journal, ou juste comme tu prends le métro, t'es dans l'autobus, t'attends, j'écris dans mon application de notes sur mon téléphone comme des poèmes, des poèmes ou juste des pensées et tout, mais là, j'ai perdu le réflexe, je pense. T'as perdu le réflexe? Ben là, peut-être parce que t'es très occupé, puis des fois, on n'a plus nécessairement la tête à ça. Ce serait quoi le gros projet rêve un peu que tu aimerais avoir dans les prochains temps? Est-ce que c'est développer plus la peinture? Est-ce que c'est continuer à développer plus des logos ou créer quelque chose de complètement différent? Est-ce qu'il y a un projet que tu as en tête que tu aimerais faire? À long terme, d'ici 35 ans, j'aimerais ça avoir un espace où on peut exposer, mais aussi on peut donner des ateliers comme un espace galerie, mais aussi communautaire. Ouais. Je pense que c'est ce qui me plairait le plus. Comme Est-ce qu'il y en a beaucoup à Montréal? je Mais trouve quelques-uns, je pense. Quelques-uns, Ouais. oui. Mais je trouve que des fois, la formule est un peu trop rigide, puis autant, ça me ferait plaisir, évidemment, puis ça serait bienvenu comme les artistes et tout, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est les gens qui ont jamais créé de leur vie, puis qui se donnent pas vraiment la permission. Donc, je dirais que ça serait un espace qui incite les personnes qui sont comme « Ah, je fais jamais d'art, j'ai pas le droit, mais Ouais, je suis me pas sens bon. bienvenue. » Exact, oui. Ouais. Puis de se donner une chance. Mais t'enseignes un peu, tu donnes des cours. Tu disais que tu étais à l'Ottawa, tu avais travaillé avec des enfants. Est-ce que c'est plus avec des jeunes? Plus souvent avec des jeunes, oui, mais j'ai déjà fait des ateliers avec des adultes aussi. OK. Puis justement, c'est ça qui m'intéresse le plus, comme des gens qui se présentent à ces ateliers-là, qui sont comme, je sais pas ce que je fais ici, tout gênés, puis après ça, ils ressortent, puis ils sont comme, waouh, voir que j'ai fait ça, je vais aller m'acheter des trucs pour continuer à la maison. C'est ça que j'aime le plus. Puis dans ces ateliers-là, c'est que tu lances, je présume, un thème, puis là, tout le monde essaie de faire quelque chose. Toi, tu les guides un peu sur leur façon de faire. Exact. Donc, tu as vraiment un côté pédagogue. Je pense que oui. Ben là, avec le truc des Nations Unies et la peinture, ça peut devenir... Mais en fait, c'est cool parce que tout ton projet que tu décris en ce moment, c'est pas irréalisable. C'est juste que ça doit se faire avec d'autres collègues, Exact. genre une fondation, je sais pas trop, qui pourrait embarquer là-dedans. S'il y a du monde qui nous écoute d'ailleurs, ça peut être plaisant. Il y a quelqu'un ici qui est intéressé. Et dans les bonnes dernières expos que tu as vues, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué un peu?
C'est drôle. La dernière expo que j'ai vue, c'était celle dont je faisais partie à l'Institut d'art national, mais ça m'a marqué parce qu'on était 5 artistes. OK. Puis je capote sur toutes les autres artistes qui étaient là, toutes des femmes incroyables. Puis j'ai pu rencontrer des personnes qui m'inspirent tellement. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé leur travail. C'est quoi les noms? Donc, il y a Lorna Phineus, OK. Esther, puis Sarah Meka, et j'ai oublié, je connais Mais ça, juste le nom ce de sont Sarah. tous des artistes canadiennes. Oui, oui. Ah oui, OK. Et donc, ça fait cette expo-là faisait la promotion de femmes. si on peut Exactement, dire. oui. Wow, très cool. Et qu'est-ce qu'il y en a du cinéma? Parce que tu disais, j'aime bien le cinéma aussi. Il me semble qu'il y aurait quelque chose à faire un peu pour du visuel de cinéma. C'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, j'aimerais vraiment ça. Parce que tu as fait de quoi, là, je change vite comme ça, tu as fait de quoi pour Patrick Watson, qui était super cool. Ça, c'était Merci. c'était pour quoi exactement, ce projet-là? C'était pour la couverture de son album qui est sorti l'été dernier, si je ne me trompe pas. OK. Oui. Et donc, c'est ça, tu fais du visuel comme ça. Pour le cinéma, est-ce que tu as eu des offres? J'ai eu une offre il n'y a pas trop longtemps, puis j'attends une réponse. Justement, ça serait pour un court-métrage animé. OK. Oui, donc dans le fond, je ferais les illustrations, puis elles seraient animées par quelqu'un d'autre, puis que je fais pas vraiment ce type Ouais. d'animation. Ah, puis c'est complexe quand même, oui. un peu, là, l'animation. Oui. Mais comment ça marchait? C'est que tu mettrais en image une certaine histoire, eux prennent ces images et vont les rendre vivantes. Oui, exact. Wow, ça pourrait être un J'aimerais cool vraiment projet. ça. Oui, puis je l'ai vu il y a pas trop longtemps parce que j'ai fait des illustrations qui ont été animées pour Bermuda, une rappeuse québécoise. Ah, que je connais pas. Oui. Bermuda, OK. Oui. Et c'est pour un vidéoclip? Oui, exact. C'est sorti d'ailleurs déjà. OK. Et c'est quoi le nom de la chanson de Bermuda? Ça s'appelle Fonce. Fonce. OK. OK. Puis c'est quel style musical? C'est... Comme rap, funk, pop, je dirais. OK, Oui. OK. Un heureux mélange Oui. qui est présent. OK. Donc, c'est... OK, on va mettre ça sur la liste aussi. Oui. Et finalement, écoute, regarde, bientôt, on va passer à la prescription. Est-ce que j'ai des choses à te suggérer? Mais je suis très curieux de savoir, toi, est-ce que tu vas me suggérer comme truc? Est-ce qu'il y a un événement prochainement que tu participes dans lequel les gens peuvent venir te voir? J'ai pas d'événement. Ah, c'est pas vrai. Oh mon Dieu, je suis dans la ligne. J'ai une expo. une expo C'est un événement, solo. ça, une expo. Ouais. Une expo éphémère d'une journée seulement. Ça va être un peu atypique. C'est dans un loft au Vieux-Port. D'ailleurs, je vais sortir les informations sur ma page Instagram la semaine prochaine. OK. Puis dans le fond, c'est ça, j'ai présenté 5 nouvelles œuvres. Tu les présentes, quand tu dis éphémère, c'est vraiment les gens viennent juste pour une journée, Oui. tout ça, puis on peut les voir. Et puis, et dans ces événements-là, justement, éphémères, est-ce que ça arrive que les gens viennent vont dire « Ah, j'ai un coup de cœur sur telle œuvre. Oui. Est-ce que je peux l'acheter? » Oui. Puis ça se fait, ça arrive quand même assez fréquemment. Oui, quand même. OK. Si je te connais pas, puis j'avais, je sais pas, une œuvre, c'est difficile, là, ça c'est méchant un peu. 3 œuvres que tu trouves qui te représentent le mieux, là. 3 qui sont pour toi des réussites, mais vraiment précises de tes idées et des émotions que tu essaies de passer, ce serait lesquelles qu'on pourrait aller observer? Parce que tu as un site Internet aussi qu'on peut aller... Où est-ce que je pense que tout est répertorié, non? Un peu, c'est ça. Donc, si j'avais quelque chose à voir qui te représente le plus, ce serait quoi? Une seule? Une ou 3? Je te donne la chance avec 3. Je pense que celle qui me représente le plus, on va dire la moi de cette année à date de janvier à mai, ça serait mon œuvre La Fête. C'est des personnages qui dansent et tout, beaucoup de couleurs. Puis je pense que je suis quand même de bonne humeur depuis quelques mois, donc je pense que ça serait celle qui fitterait le plus. OK, c'est celle qui aussi stylistiquement nous donne une meilleure idée de qui tu es. Oui, 100%. OK, excellent. Alors, pas trop difficile. C'est ça, exact. Alors maintenant, c'est l'heure de la prescription. Oui.
OK, super. Alors, on y va. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Donc, une amie artiste que je trouve incroyable, Niti Muette, qui... Juste me redire le nom encore. oui. Niti Niti Muette. Muet. M-U-E-T-H. OK, Muette. Puis, elle fait de l'illustration, du design, puis vraiment très autodidacte. Elle fait aussi ses vêtements, ses propres impressions, comme elle a un site web avec des chandails, puis c'est elle qui a fait toutes les impressions, la couture des étiquettes, vraiment tout. Puis, elle est même capable de se faire ses propres vêtements. Puis elle poste des vidéos aussi de son processus, donc c'est toujours intéressant à aller voir, puis elle est très talentueuse. Elle explique tout en détail un peu c'est cool, mais c'est tellement drôle parce que c'est l'opposé de toi. Je trouve un peu parce que toi, on dirait que toi, ou je sais pas si c'est de la gêne ou si c'est volontaire, tu pourras me le dire, mais j'ai l'impression que tu aimes ça. Il y a un mystère sur toi parce que j'avais beaucoup de difficultés à trouver des informations précises sur ta vie. Toi, j'avais hâte qu'on se voit parce que j'avais ces questions-là, mais est-ce que c'est volontaire? Tu veux justement peut-être t'effacer puis laisser plus les œuvres parler ou... C'est même pas tant volontaire, c'est juste que à chaque fois que je veux dire des choses ou me filmer ou quoi que ce soit, je suis comme, est-ce que les gens veulent voir ça? Puis je sais que oui, mais je suis un peu gênée. Oui, c'est ça, je veux dire. Oui. En fait, absolument. Les gens, en plus, t'as une énergie tellement positive que c'est agréable d'en être témoin. En tout cas, OK. Donc, Niti Muette à regarder. Et là, je présume que c'est ça sur Instagram. On peut trouver toutes ces informations-là. Moi, ma suggestion, c'est drôle, c'est la première fois que je le fais à l'émission, mais c'est de l'art aussi. Je vais te parler d'un restaurant. Un restaurant que j'adore, qui est tout près de chez nous, sur Saint-Denis, entre Duluth et Marianne, qui s'appelle La Panzeria. C'est un restaurant italien, c'est un tout petit café italien dans un demi-sous-sol. Et c'est une mère et ses deux fils qui tiennent ça. C'est la mère qui est en arrière en train de cuisiner des espèces de recettes qui viennent en fait de la région de Puglia. Et ce sont des plats faits authentiques. Alors, il y a une focaccia qui est complètement hallucinante dans laquelle ils ont un peu réinventé le concept. Il y a aussi tous les classiques qu'on connaît, là, un peu. Bon, les lasagnes, ils font un sandwich à la pieuvre. Wow. Non, je veux dire, c'est exceptionnel. Tous les gens que j'amène là n'y croient pas. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on mange de grande qualité, à un prix légèrement abordable pour 20 $. Vous allez avoir un repas copieux, vous allez vous en souvenir pour très, très, très longtemps. Mais la Panzeria, puis ça fait pas longtemps, ils ont ouvert au milieu de la pandémie. On pensait que ça allait pas si bien décoller, mais finalement, par les réseaux sociaux, ils ont réussi à avoir beaucoup de gens intéressés. Des fois, si vous marchez sur Saint-Denis, vous allez voir, il y a une petite file dehors qui va vers un sous-sol. C'est probablement à cet endroit-là. Il y a quelques tables, il y a seulement 2 ou 3 tables. La plupart des gens le prennent pour emporter. Ils vont dans un parc à côté et profitent de ça. Mais oui, si tu veux avoir un bon dîner ou un souper, la Panzeria, c'est un incontournable. Puis j'adore la nourriture italienne, c'est une de mes préférées. Alors j'aime toujours les bonnes références de resto, si on peut dire. Voilà. Cool, merci. J'aime beaucoup la nourriture italienne, fait que c'est parfait. Voilà, contente. excellent, super. Alors, t'aurais-tu un autre truc pour moi? Oui, il y a un bar / salle de spectacle dans Saint-Henri qui s'appelle Improv Montréal. OK, je connais c'est pas juste de l'impro. Ah ouais, c'est ça, mais on pourrait vitement penser que c'est ça. Puis la nouvelle gérante, c'est une amie à moi qui s'appelle Avery Jane, qui est musicienne aussi. OK. Donc, si jamais vous voulez écouter sa musique, c'est excellent. Avery Jane. Oui. OK. Puis, dans le fond, c'est elle la nouvelle gérante. Puis, elle organise toutes sortes de soirées vraiment cool. Il y a des soirées de comédie open mic, des spectacles de jazz. À chaque deuxième samedi du mois, il y a une soirée qui s'appelle Sweet Soul Saturdays où il y a des musiciens qui jouent de la musique comme soul et tout. Donc, OK. c'est vraiment un espace spécial. C'est dans un sous-sol. Puis, elle est en train de comme mettre ça à son image et tout, mais c'est chaleureux. Wow, ça c'est cool. Hey, ça me fait penser, on parlait d'espace tantôt, et quand tu me disais, ouais, j'aimerais ça ouvrir justement, on dirait un peu un espèce d'endroit comme ça qui serait une espèce de commune dans laquelle tu pourrais faire des expositions et créer. C'est à quel endroit que toi tu crées? J'ai un atelier
que je vais quitter bientôt. Ah, OK. C'est sur Clark et Mont-Royal. Donc ici, OK. oui. Donc je crée là-bas, mais je crée souvent à la maison. Surtout que quand je veux faire de la peinture, c'est à des heures comme pas possible. Comme peut-être à 2h, 3h du matin. Je suis comme, j'ai Non. envie de peindre. Fait que je serais pas nécessairement ailleurs. Ah ouais, tu travailles un peu de nuit? Oui, Wow. vraiment beaucoup. Puis c'est ça qui est le fun quand tu es travailleur autonome, tu fais ton propre horaire. Ouais. Donc je préfère commencer à travailler vers 4-5 heures de l'après-midi. Puis après ça, quand c'est de la peinture, c'est vraiment plus petites heures du matin d'habitude. C'est quoi tes rituels de travail? Parce que bon, tu travailles de nuit, ça je trouve ça intéressant parce que moi j'en suis incapable. Puis surtout comme moi je suis musicienne parce que c'est surtout après 10 heures, une fois que le concert est fini, moi, je vais me coucher, je suis plus capable d'en prendre. Est-ce que tu te mets de la musique? Est-ce que c'est ou tu fais ça dans le silence? C'est comment ton ambiance? Des fois, je mets de la musique, comme Ouais. des albums au complet et tout, comme ça, j'ai pas besoin d'aller changer à chaque fois. Ouais. Ou, j'aime beaucoup m'allumer des chandelles puis mettre de l'encens aussi. J'aime l'ambiance à ce niveau-là. Mais étrangement, j'aime beaucoup créer en ayant une émission dans le background. Puis j'écoute vraiment... C'est problématique. J'écoute vraiment beaucoup d'émissions criminelles et tout. Fait que c'est drôle, je fais mes peintures full joyeuses. C'est ça, criminel! Mais voyons Ça là! fait aucun sens. Mais genre quoi? Genre CSI? Oui, c'est vraiment horrible, c'est horrible, mais... Ouais, puis je fais mes toiles, puis j'écoute ça en tout cas. OK, il y a un contraste, Ça te fait pas Écoute, tu travailles la nuit en plus, bon, ça te fait pas encore plus la trouille? 100%. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais j'ai grandi comme ma mère. J'avais pas vraiment de limite de qu'est-ce que je pouvais regarder en tant qu'enfant à la maison. Ah ouais? Fait que on regardait Canal D là, ensemble. Fait que je pense que c'est juste resté. C'est juste, en tout cas. Ah ouais, ta mère, elle était assez permissive avec les trois sœurs, là. Oui. Vous étiez... Ah, ça, c'est drôle, par contre. Ça fait aucun sens. Mais, donc, t'as un genre de réconfort un peu quand t'écoutes ça? Étrange? Je pense, étrangement, oui. Mais ça finit toujours bien. Oui, exact. C'est ce que je veux dire, le méchant se fait attraper. Exact, oui. Puis bon, tout est bien qui finit bien, mais des trucs criminels. Mais ça, c'est pour l'arrière-plan quand tu crées. Mais quand tu es tout seul, quand tu crées pas, est-ce que tu regardes aussi ces choses-là ou tu regardes complètement d'autres choses? Je pense que je regarde aussi ces choses-là, mais je regarde beaucoup de dessins animés aussi. Comme je suis très Simpsons, Family Guy, American Dad, Big Mouth. J'aime beaucoup les bonhommes. Oui. Big Mouth, très drôle. Oui, ça, puis j'adore les shows d'humour aussi, les humoristes, mais plus américains. Ouais, puis je vais voir John Mulaney en septembre, fait que j'ai vraiment hâte. John Mulaney en septembre? Tu vas aller le voir où? À Toronto. Ah, mais tu sais qu'il vient à Montréal. Et je l'ai su parce que la date de Montréal a été ajoutée après l'achat de billets. Mais bon. Ah, c'est correct. Mais là, ça veut dire que tu es fan de stand-up. Tu vas venir à Just for Laugh cet été? J'aimerais ça, oui. Puis en plus, j'ai... mon copain travaille dans un bar irlandais. OK. Puis à chaque lundi, donc ce soir, ils ont une soirée de open mic, puis quelques comédiens d'ailleurs qui vont avoir qui ont essayé là, pour avoir des shows à Just for Laughs. Ah oui, mais il faut que... Moi, je suis un immense consommateur de Just for Laugh puis d'humour américain. Et il y a toujours une belle programmation. Puis là, cette année, justement, il y a John Mulaney qui vient, mais ils ont même rajouté une deuxième date parce que c'est comme trop populaire. Mais il est bon, il est très bon. Il est trop drôle. Il est vraiment bien. Moi, j'ai acheté des billets déjà pour Neil Brennan. Je sais pas si tu connais Neil. Oui, je sais c'est qui. Ouais. Il fait son deuxième show solo. Mais la vraie affaire, c'est... Puis là, toi, t'as pas peur de te coucher tard, alors tant mieux. Non. Tu viendras avec ton chum voir Pendant tout le festival, ils font un truc qui s'appelle le Midnight Surprise. Et ça n'a pas de bon sens. C'est que tu achètes un billet, ça coûte 20 $. Bon, c'est pas cher. Et cette année, je sais pas c'est quelle salle qu'ils font. Je crois que c'est le Théâtre Sainte-Catherine, tu sais, le petit café, c'est un petit café. Et tu te présentes, et c'est ça le dit. Il est minuit, ça commence à minuit, et c'est une surprise. Tu sais pas qui va être là. Bon, il y a de la relève, mais en même temps, tu sais, j'ai déjà vu Chris Rock qui est arrivé, puis qui fait « Allô ». Puis ils font, parce que souvent, c'est la veille d'un gros gala ou d'un gros show, ils viennent casser un peu du matériel. Oui. Juste pour le plaisir. Là. C'est malade. Mais moi, pendant Just for Love, c'est 3 soirs en ligne. J'ai mes billets pour ça. Je me couche. Ça, c'est le moment que je me couche tard. Étrangement, je vais voir des shows d'humour, mais
je bois pas d'alcool, je bois un café parce que je veux être capable de suivre. Exact. Puis il y a des coups de cœur extraordinaires. Mais OK, je trouve ça cool que tu aimes l'humour. Moi, à mon tour, OK, je te relance une suggestion, puis on va aller dans la musique. Du jazz. Jacob's Ladder, c'est le nom de l'album, et c'est du pianiste Brad Mehldau. Brad Mehldau, c'est un pianiste de jazz qui a eu quand même, il y a eu des récompenses au Festival de jazz de Montréal il y a quelques années pour l'ensemble de son œuvre. Grand pianiste qui est toujours dans l'innovation, mais qui est aussi super gros dans l'émotion. Et là-dessus, c'est ses compositions, mais aussi, il y a toujours un malin plaisir d'aller prendre des pièces qui existent déjà, soit de groupes comme Radiohead, peu importe, faire des covers, mais les passer dans le malaxeur, puis de changer des trucs, enrichir les accords. À la limite, tu commences la pièce, puis c'est toujours drôle, parce que tu as toujours l'impression que c'est un vague souvenir. Tu te dis, ça me dit quelque chose, parce qu'il y a toujours une ou deux notes. Mais à la fin, il en fait autre chose. C'est vraiment beau et c'est surtout bien enregistré. Jacob's Ladder, c'est un de mes gros coups de cœur d'album cette année. Puis Brad Mehldau, on n'est jamais déçu. C'est un des jazzmen accessibles aussi, dans le sens que même si on n'a pas beaucoup de connaissances de jazz, c'est super le fun à écouter. Cool. Il fait bien ça, donc voilà. Et oui, une autre suggestion de ta part, s'il vous plaît. Je vais rester dans la musique aussi. Vas-y. Il y a un groupe qui s'appelle Solstice. Ils font de la musique irlandaise et tout. Okay. Puis ils jouent souvent au Hurley's. C'est ça. Oui. Ah, c'est à cet endroit-là que ton copain travaille. OK, cool place. Oui, c'est vraiment cool. Ben oui. Puis il y a Dave Gossage, un musicien incroyable il joue de la flûte. Puis c'est le plus beau truc que tu vas voir de ta vie. Je pense que il est vraiment talentueux. Des fois, je me demande combien de paires de poumons qu'il a parce qu'il fait des solos de flûte incroyables. Puis il joue de la guitare aussi, mais juste le trio, il y a aussi une violoniste, Kate, qui est très bonne. Puis les deux sont enseignants à McGill, si je me trompe pas. Oui, je connais Dave. Dave. Ben moi, je suis chargé de cours aussi à McGill. Puis on se croise dans les couloirs, mais l'université est grosse. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais que c'est un musicien extrêmement talentueux, super actif sur la scène montréalaise. Là. Partout. Il fait des trucs comme ça, il fait du jazz, il se promène dans tous les sens. OK, donc il vient souvent une fois de temps en temps, du moins. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Oui, depuis plus de 10 ans, si je ne me trompe pas. Ah, mon Dieu, OK, c'est un must, là. Oui, 100%. D'aller prendre un verre, là, puis d'aller... Wow, excellent. Ben écoute, on met ça sur la liste. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux nous dire ou on arrête ça comme ça? Je veux juste dire merci. Merci. Ah, merci. OK, ça me fait plaisir. Écoute, merci à toi, Kesna. C'était super. C'était vraiment agréable de te rencontrer, de te connaître un peu mieux. Puis, au plaisir d'aller voir tes œuvres dans une expo éphémère ou pas éphémère, du moins. Et allez voir son site et procurer. Si vous avez un petit investissement en or, que vous êtes intéressé d'acheter quelque chose pour la toute première fois, Teen Adult, c'est une très bonne option pour vous. Alors voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe, Jérôme Minière, Philippe B, Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.